Il a ouvert son ordinateur portable pour trouver l'adresse d'un restaurant et a découvert la vie d'une autre personne documentée dans des centaines d'emails et de photos. Moins d'une heure plus tard, sa femme, avec laquelle il passait sa lune de miel, était morte. Le 17 février 2020, au 3e jour de son séjour dans l'un des complexes hôteliers les plus isolés et luxueux des Maldives, le docteur Ahmed Ibrahim, un cardiologue de 38 ans originaire du Caire, a commis un acte qui a terni à jamais sa réputation de médecin respecté et de représentant d'une riche famille égyptienne. Sa victime était sa femme de 29 ans, la citoyenne allemande Sabina Hoffmann. Les événements qui se sont déroulés dans le bungalow numéro 312 de l'hôtel Ze Siam Iru Fushi, situé sur l'atoll de Noonu, ont fait l'objet d'une longue enquête qui a mis au jour un réseau complexe de tromperies, de trahison et une double vie soigneusement dissimulée derrière la façade d'une romance parfaite. Pour le personnel de l'hôtel et les quelques clients qui ont croisé le couple au cours des 48 premières heures de leur séjour, Ahmed et Sabina semblaient incarner le bonheur des jeunes mariés. Ils sont arrivés aux Maldives le 15 février sur un vol régulier d'Émirats via Dubaï, fatigués mais, selon le représentant de l'hôtel qui les a accueillis, de bonne humeur. Les registres de l'hôtel indiquent qu'ils avaient réservé une villa sur pilotis avec piscine privée et jacuzzi, l'une des options d'hébergement les plus chères, pour un séjour de 10 nuits. Leur forfait, qui comprenait un vol en hydravion depuis l'aéroport international Velana de Malé, coûtait plus de 20 000 $. Ahmed Ibrahim, qui parlait un anglais parfait, avec un léger accent britannique, hérité de son séjour à Londres, s'était personnellement occupé de tous les détails organisationnels. Sabina, une blonde à l'apparence européenne réservée, est restée la plupart du temps silencieuse, laissant son mari mener la conversation, mais son sourire, comme l'ont rappelé plus tard les employés de la réception, était constant et semblait sincère. Le couple a passé les 2 premiers jours dans une idylle presque parfaite, d'après les factures qu'ils ont payées et les témoignages du personnel. Ils ont commandé le petit déjeuner dans leur chambre, ont fait de la plongée avec tuba dans le récif de l'hôtel pendant la journée et ont dîné dans différents restaurants du complexe le soir. Le gérant du restaurant italien Trilogy of Flavors se souvient que le soir du 16 février, ils ont dîné sur la terrasse. Le docteur Ibrahim a commandé un vin italien coûteux et ils ont beaucoup ri. Il a évoqué son projet d'ouvrir une clinique privée de cardiologie au Caire et Sabina a parlé de son travail de traductrice indépendante, ainsi que de ses efforts pour apprendre l'arabe. Rien dans leur comportement ne laissait présager la tragédie imminente. Ils se tenaient à la main et leur conversation semblait détendue et pleine de tendresse. Ahmed Ibrahim était un homme dont la vie semblait suivre un scénario prévisible et couronné de succès. Fils d'un professeur de droit renommé à l'université du Caire et d'une fille d'industriel, il avait reçu la meilleure éducation que l'argent et les relations de sa famille pouvaient lui offrir. Après avoir obtenu son diplôme de médecine avec mention, il a effectué un internat en Égypte. Il a ensuite passé plusieurs années au Royaume-Uni, où il s'est spécialisé en cardiologie interventionnelle au Royal Brompton Hospital de Londres. De retour au Caire, il s'est rapidement imposé comme l'un des meilleurs jeunes spécialistes, travaillant dans un grand hôpital privé et menant des recherches scientifiques. Ses collègues le décrivaient comme extrêmement discipliné, méticuleux, voire quelque peu froid dans ses relations professionnelles, mais absolument dévoué à son travail. Il était connu pour sa précision et sa capacité à rester calme dans les situations les plus critiques au bloc opératoire. Dans sa vie personnelle, avant de rencontrer Sabina, il était connu comme un célibataire enviable, dont les romances étaient de courte durée et ne dépassaient jamais les limites de la bienséance acceptée dans la haute société conservatrice du Caire. Sa famille insistait depuis longtemps pour qu'il se marie. Pourtant, selon ses amis proches, Ahmed recherchait quelque chose de spécial. Une femme qui allierait l'indépendance européenne,
au respect des valeurs traditionnelles. Sabina Hoffman, à première vue, correspondait parfaitement à cette description. Il l'avait rencontrée 18 mois plus tôt, en mai 2018, lors d'une conférence médicale à Berlin où il faisait une présentation. Sabina y travaillait au sein d'une équipe d'interprètes simultanés. Leur romance s'est rapidement développée malgré la distance qui les séparait. Ils se rendaient à Berlin presque un week-end sur deux et elle s'est rendue plusieurs fois au Caire, où elle a été présentée à sa famille. Les proches d'Ahmed ont été charmés par sa modestie, ses bonnes manières et son désir évident de s'intégrer à leur culture. Elle a commencé à porter des vêtements plus modestes lors de ses visites en Égypte, a suivi des cours d'arabe et a interrogé les femmes plus âgées de la famille sur les traditions locales avec beaucoup d'intérêt. Pour eux, elle était la partenaire idéale, une belle Européenne instruite, prête à s'adapter à leur mode de vie. Le mariage, qui a eu lieu au Caire en janvier 2020, a été un événement mondain somptueux, couvert par les magazines People locaux. Plus de 500 invités, politiciens, hommes d'affaires, médecins et toute l'élite de la capitale égyptienne se sont réunis dans la salle de bal de l'hôtel Four Seasons Nile Plaza pour célébrer l'union de deux cœurs apparemment amoureux. Sur les photos de mariage, Sabina, vêtue d'une robe d'un créateur libanais, rayonne aux côtés de son respectable mari. Rien ne laisse supposer que cette femme mène une double vie. Le matin du 17 février, vers 11 h, Sabina a dit à son mari qu'elle se rendait au spa de l'hôtel pour un massage. Ahmed est resté dans le bungalow, prévoyant de travailler sur un article scientifique. C'est à ce moment-là, comme il l'a raconté plus tard aux enquêteurs, qu'il a décidé d'utiliser l'ordinateur portable de sa femme, un MacBook Air argenté, qui était posé sur la table. Son propre ordinateur portable était déchargé et il avait oublié d'apporter un adaptateur international. Il s'est dit que Sabina ne verrait pas d'inconvénient à ce qu'il consulte rapidement ses emails et recherche des informations sur un centre de plongée local. L'ordinateur portable n'était pas protégé par un mot de passe. En ouvrant le navigateur, il a vu que le dernier onglet actif était un client de messagerie ouvert sur un compte dont il ignorait l'existence. Le nom de l'expéditeur en haut du message non lu a attiré son attention. Lucas Fischer. Le message disait « J'espère que vos vacances en famille se termineront bientôt. La maison est vide sans toi. Je t'aime. » La curiosité se transforma en suspicion et Ahmed commença méthodiquement, avec sa précision chirurgicale caractéristique, à examiner le contenu de la boîte mail et les dossiers contenant des fichiers sur le bureau. Ce qu'il découvrit au cours des 30 minutes suivantes détruisit son monde. Il trouva des centaines de lettres que Sabina avait échangées avec Lucas Fischer au cours des 2 dernières années, y compris pendant la période où elle était déjà en couple avec Ahmed. La correspondance ne laissait aucun doute quant à la nature de leur relation. Ils vivaient ensemble dans un appartement du quartier de Kreuzberg à Berlin. Dans les lettres, ils discutaient des projets qu'ils avaient faits ensemble, du paiement des factures de l'appartement et des vacances au Portugal qu'ils avaient prévues pour l'été. Un dossier intitulé « La vie à Berlin » contenait des dizaines de photos. Sabina et Lucas enlacés sur le canapé au marché de Noël avec des amis dans un bar. Sur l'une des photos, ils s'embrassaient devant la porte de Brandebourg. La photo avait été prise le week-end où Sabina avait dit à Ahmed qu'elle allait rendre visite à sa tante malade à Munich. Mais le coup le plus dur a été les fragments de correspondance dans lesquels Sabina et Lucas discutaient d'Ahmed lui-même. Elle l'appelait « mon projet égyptien » et « mon ticket d'or ». Elle décrivait en détail sa cour, y compris les cadeaux coûteux et le mariage somptueux, commentant avec cynisme les opinions conservatrices de sa famille et la facilité avec laquelle elle avait pu jouer le rôle de la future épouse obéissante. Elle écrivait qu'elle prévoyait de vivre avec lui pendant 1 an ou 2, d'accéder à ses fonds pour aider Lucas à ouvrir son propre studio de design,
puis de demander le divorce et d'obtenir une importante compensation financière. Pour Ahmed Ibrahim, un homme dont la vie était fondée sur le contrôle, la réputation et des règles strictes, cette découverte était plus qu'une simple trahison. C'était la destruction de son identité, de son statut, de sa fierté masculine. Un homme habitué à prendre des décisions en une fraction de seconde dont dépendait la vie d'un patient sur la table d'opération, se retrouvait dans une situation à laquelle il n'était absolument pas préparé. Son monde s'est effondré dans le silence d'un bungalow climatisé surplombant l'océan turquoise. Sabina Hoffman est revenue au bungalow numéro 312 environ 1 heure plus tard, vers midi, heure locale. Plus tard, le personnel du spa Oceanic a confirmé que sa séance de massage balinais s'était terminée à 11h45. Elle semblait détendue et paisible. Elle tenait une fleur de frangipanier qui lui avait été offerte par le masseur, comme le veut la tradition. Elle entra dans l'espace frais et climatisé de la villa, s'attendant à voir son mari travailler sur son ordinateur ou lire sur la terrasse. Au lieu de cela, elle trouva Ahmed Ibrahim assis sur une chaise au centre du salon, complètement silencieux. Devant lui, sur la table basse, se trouvait son ordinateur portable ouvert, dont l'écran émettait une lumière bleue froide. Son expression était calme, mais c'était le même calme professionnel qu'elle avait déjà vu dans des moments de tension extrême et qu'elle avait appris à craindre plus que n'importe quel cri. Il ne leva pas les yeux lorsqu'elle entra. Sans quitter l'écran des yeux, il dit « La maison est vide sans toi. Je t'aime. Qui est Lucas, Sabina ?» Sa première réaction, comme l'ont révélé plus tard les données récupérées sur les caméras de surveillance du complexe hôtelier, fut une peur instinctive. Elle se figea à l'entrée, les épaules tendues, et le sourire disparut de son visage. La fleur tomba de ses doigts et atterrit silencieusement sur le parquet ciré. La scène qui suivit ne fut pas une explosion de jalousie furieuse, comme on aurait pu s'y attendre. Il s'agissait d'un interrogatoire méthodique et froid, au cours duquel Ahmed Ibrahim disséqua sa vie secrète avec la précision d'un chirurgien ouvrant une tumeur. Il lut des extraits de ses propres lettres, cita des dates et des noms, et lui montra des photos sur l'écran. Il n'éleva pas la voix. Son ton resta calme, presque indifférent, ce qui rendait la situation encore plus sinistre. Il évoqua l'appartement à Kreuzberg, les projets de vacances au Portugal et ses commentaires méprisants à l'égard de sa famille. Chaque mot était un fait, une preuve irréfutable, présentée non pas comme l'accusation d'un mari blessé, mais comme la conclusion d'une affaire. C'est au cours de cet interrogatoire froid que les premières fissures ont commencé à apparaître dans la façade de leur relation apparemment parfaite, et qu'une autre vérité, plus effrayante, a fait surface. Lorsqu'il lui a demandé pourquoi elle avait fait cela, ses premières tentatives confuses de déni ont cédé la place à une défense désespérée. « Tu ne me laisses pas le choix », dit-elle d'une voix d'abord tremblante, puis de plus en plus forte. Puis elle prononça ce qui fut probablement son arrêt de mort. « Tu crois que quelqu'un peut vraiment vivre avec toi ? Tu crois que j'ai oublié ce qui s'est passé à Alexandrie ?» Cette phrase fut le déclencheur. Le calme d'Ahmed s'évapora instantanément. Il se lève. Les événements qui suivirent furent reconstitués par les enquêteurs à partir des preuves médico-légales et de ses aveux ultérieurs, bien qu'incomplets. Il traversa la pièce en 2 enjambées et l'attrapa par le bras. Les photographies post-mortem révéleraient des ecchymoses sombres et distinctes sur son avant-bras, correspondant aux marques laissées par ses doigts. Ce n'était pas le premier cas de violence. Une enquête menée plus tard par la police allemande à la demande des autorités maldiviennes révélerait plusieurs épisodes troublants que Sabina avait mentionnés avec désinvolture dans sa correspondance avec sa proche amie en Allemagne, Anke Weber. Elle écrivait à propos du caractère difficile d'Ahmed et de ses accès de colère
qu'il attribuait au stress au travail. 6 mois avant le mariage, lors d'un voyage ensemble à Alexandrie, un incident s'est produit à la suite duquel elle a cessé de communiquer pendant 2 semaines. Dans une lettre à Anke, elle l'a plus tard décrit comme une grave dispute qui l'avait fait tomber dans les escaliers et s'était soldée par une blessure au poignet. Elle a envoyé une photo de sa main dans un plâtre, mais a supplié son ami de ne le dire à personne, affirmant qu'Ahmed était bouleversé, s'était excusé et avait juré que cela ne se reproduirait plus jamais. Or, dans un bungalow aux Maldives, cela s'est reproduit. Il l'a traînée vers la spacieuse salle de bain en marbre. Elle a résisté, et à ce moment-là, leur dispute verbale s'est transformée en altercation physique. Selon le rapport médico-légal, de multiples écorchures ont été constatées sur son corps, indiquant une lutte. Des particules de peau ont été trouvées sous ses ongles, et l'analyse ADN a confirmé qu'elles appartenaient à Ahmed Ibrahim. À un moment donné, probablement lorsqu'il la poussait vers la porte de la salle de bain, elle s'est cognée la tête contre le cadre de la porte. Le choc n'était pas violent, mais il a suffi à lui ouvrir la tempe. Quelques gouttes de sang sont tombées sur le sol en marbre clair, près de la plainte, à un endroit partiellement caché par un panier à linge. Dans son état froid et calculateur après le meurtre, il négligera ce détail. La salle de bain était équipée d'un grand jacuzzi rond, encastré dans une plateforme près de la fenêtre panoramique donnant sur l'océan. Il était rempli d'eau, il l'avait utilisé la veille au soir. C'est là qu'il l'a poussé. Sabina n'était pas une femme physiquement faible, elle faisait du yoga et de la natation, mais elle n'avait aucune chance face à sa force et à sa fureur. Il a maintenu sa tête sous l'eau avec force. L'examen montrera que la mort a été causée par asphyxie due à la noyade. La lutte n'a pas duré plus de 2 ou 3 minutes. Puis il y eut le silence, rompu seulement par le ronronnement discret de la climatisation et le bruit lointain des vagues de l'océan. Une fois tout cela terminé, Ahmed Ibrahim a retrouvé son sang-froid professionnel. Il n'a pas paniqué. Il a agi comme un médecin en soins intensifs après avoir confirmé le décès d'un patient, de manière méthodique et détachée. Il a sorti son corps sans vie de l'eau et l'a déposé sur le sol. Puis il a pris toutes les grandes serviettes de bain qui se trouvaient dans la pièce et a commencé à essuyer soigneusement les traces d'humidité sur le sol. Il a enveloppé le corps de Sabina dans plusieurs couches de serviettes sèches, créant ainsi un cocon serré qui absorberait l'eau restante et le sang provenant de la blessure à sa tempe. Son plan qui prit forme à ce moment-là était simple: attendre la nuit, transporter le corps hors du bungalow et le jeter dans l'océan, dans la partie de l'île où le courant était fort. Il espérait que le corps serait emporté par la mer et que sa disparition serait attribuée à un accident survenu pendant qu'elle nageait de nuit. Il réfléchit même aux détails de l'histoire qu'il raconterait à la police. Ils s'étaient disputés. Elle était partie se promener sur la plage pour se calmer et n'était pas revenue. Lui, prétendument, s'était endormi et n'avait découvert sa disparition que le lendemain matin. Il verrouilla la porte de la salle de bain, tira tous les rideaux de la villa, créant une semi-obscurité à l'intérieur, et s'assit pour attendre. Pendant les heures qui suivirent, il se comporta presque normalement. Vers 2 heures de l'après-midi, il a appelé le service d'étage et commandé un sandwich et un Coca-Cola. Le serveur qui lui a apporté sa commande s'est souvenu plus tard que le docteur Ibrahim était inhabituellement taciturne et n'avait pas ouvert complètement la porte. Il avait préféré prendre le plateau dans l'embrasure de la porte. Il a également remarqué que M. Ibrahim portait des vêtements secs. Rien n'éveilla les soupçons. Il répondit même à quelques emails professionnels depuis son téléphone. En apparence, il était l'image même du calme. Mais à l'intérieur, il s'affairait à construire une nouvelle réalité dans laquelle il n'était pas un meurtrier, mais un mari en deuil qui avait perdu sa femme dans un tragique accident. La double vie de Sabina Hoffman, qu'il avait découverte,
était en substance sa stratégie de sortie désespérée. L'enquête révéla que Lucas Fischer n'était pas au courant des mauvais traitements. Pour lui, Sabina avait créé l'image d'une femme piégée dans un mariage de convenance avec un homme riche, mais ennuyeux et dominateur. Elle ne lui avait pas parlé des coups, probablement par honte et par peur. L'argent dont elle parlait dans ses lettres n'était pas le but, mais le moyen. Elle prévoyait d'utiliser les ressources d'Ahmed pour se procurer, ainsi qu'à Lucas, un filet de sécurité financier qui lui permettrait de rompre avec son bourreau et de disparaître. La lune de miel aux Maldives était censée être la dernière étape de ce plan, le dernier voyage fictif avant la rupture définitive. Elle n'avait sous-estimé qu'une seule chose, la profondeur de la rage narcissique d'un homme pour qui l'image idéale était plus importante que la vie humaine. À la tombée de la nuit, Ahmed Ibrahim passa à l'action. Le soleil qui s'enfonçait à l'horizon peignait le ciel de nuances spectaculaires d'orange et de violet. Le spectacle même pour lequel les touristes payaient des milliers de dollars. Pour Ahmed, ce n'était qu'un signe que l'obscurité nécessaire à son plan allait bientôt tomber. Il avait passé les dernières heures presque immobile, assis sur une chaise, les yeux fixés sur la porte verrouillée de la salle de bain. Sa respiration était régulière et son pouls, comme il le nota plus tard mécaniquement, ne dépassait pas 70 battements par minute. C'était un état d'extrême concentration qu'il connaissait bien pour l'avoir pratiqué pendant de nombreuses heures lors d'opérations cardiaques. Ses émotions étaient mises de côté. Seul son esprit froid et analytique fonctionnait. Il retourna d'abord à l'ordinateur portable de Sabina. Méthodiquement, sans laisser de traces, il effaça l'historique du navigateur, vida le cache et supprima le dossier Berlin Life du bureau. Il se connecta ensuite à son compte de messagerie et effaça toute correspondance avec Lucas Fischer, puis vida la corbeille. Il utilisa même la fonction permettant de supprimer définitivement les fichiers. Il savait que des experts légistes expérimentés seraient incapables de récupérer les données, mais son objectif était de gagner du temps, de créer une première image qui ne laisserait aucune place aux soupçons. Il s'attacha ensuite à créer l'apparence d'une dispute conjugale, à la suite de laquelle sa femme partirait impulsivement. Il ouvrit sa valise et dispersa négligemment quelques vêtements sur le lit. Il prit son sac à main, en retira son portefeuille et son téléphone et les posa sur la table de chevet. Elle était partie légèrement, juste pour se promener. Il versa même 2 verres de vin et les posa sur la table de la terrasse, dont l'un avait à peine été touché. Tous ces détails avaient été soigneusement pensés, éléments d'une scène qu'il mettait en scène pour les futurs spectateurs, le personnel de l'hôtel et la police. Vers 9 heures du soir, alors que l'île était plongée dans l'obscurité, éclairée uniquement par les lampadaires le long des chemins et les lumières des autres villas, il décida que le moment était venu. Il se dirigea vers la porte de la salle de bain et l'ouvrit. Au cours des dernières heures, le corps s'était raidi. Il déroula les serviettes dans lesquelles elle était enveloppée. Son objectif était d'éliminer tout ce qui pouvait contenir des traces de son ADN ou des signes de lutte. Il lui retira tous ses vêtements et les mit, avec les serviettes imbibées de sang et d'eau, dans un grand sac poubelle en plastique qu'il trouva sous l'évier. Puis, il enveloppa à nouveau le corps nu dans 2 grandes serviettes de plage sèche provenant du placard. Sortir le corps de la villa était la partie la plus risquée du plan. Les villas en bord de mer du complexe hôtelier étaient conçues pour offrir un maximum d'intimité, mais elles n'étaient pas complètement isolées. Depuis la terrasse de son bungalow, il pouvait voir une petite partie de la villa voisine et des bateaux de service passer parfois sur l'eau. Il éteignit toutes les lumières de la pièce, ne laissant qu'une faible lumière à la tête du lit. Il écouta chaque bruit, les rires des clients au loin, le clapotis des vagues contre les pilotis, le bruissement des feuilles de palmier. Satisfait de constater que personne ne se trouvait à proximité,
Il souleva le corps. Sabina était petite et mince, mais son corps sans vie était lourd. Il la passa sur son épaule et, se baissant, traversa lentement le salon pour se rendre sur la terrasse. Le plancher en bois craquait doucement sous son poids. Sur la terrasse, il déposa délicatement le corps sur une chaise longue et regarda à nouveau autour de lui. La surface sombre de l'océan s'étendait jusqu'à l'horizon. Il marcha jusqu'au bord de la terrasse, où une petite échelle descendait dans l'eau. Il savait qu'à cet endroit, le récif tombait à pic, que la profondeur commençait et que les courants océaniques étaient assez forts. Il poussa le corps dans l'eau. Il entra dans l'eau avec un bruit sourd et lourd qui semblait assourdissant dans le silence de la nuit. Pendant un instant, le tissu clair des serviettes fut visible dans l'eau sombre. Puis, le courant emporta le corps et l'éloigna lentement de la villa, vers le large. En moins d'1 minute, il avait complètement disparu. Ahmed resta là quelques instants, fixant l'obscurité, puis retourna dans la chambre. Il prit le sac contenant ses vêtements et ses serviettes, y attacha un lourd vase en verre qui se trouvait sur la table pour servir de lest et le jeta également à l'eau. Il devait maintenant attendre et faire semblant de s'inquiéter. Il attendit encore 1 heure. À 22h15, il appela la réception. Sa voix, enregistrée par le système de l'hôtel, semblait inquiète mais maîtrisée. Il se présenta comme le docteur Ibrahim de la villa 312. Il informa le directeur de nuit que sa femme, Sabina Hoffman, était partie se promener environ 2 heures avant une petite dispute et n'était pas encore revenue. Il dit qu'il commençait à s'inquiéter. Le directeur, un homme nommé Hassan, l'assura qu'il n'y avait probablement pas lieu de s'inquiéter et promit d'envoyer immédiatement la sécurité à sa recherche. La réaction de l'hôtel fut rapide et professionnelle, mais modérée. La disparition de clients, même temporaires, était un problème grave qui pouvait nuire à la réputation de l'établissement. Le chef de la sécurité, un ancien inspecteur de police de Malé nommé Abdullah Rachid, dirigea personnellement les recherches. 2 groupes de gardes équipés de puissantes lampes torches commencèrent à ratisser méthodiquement les lieux. Plages, allées, espaces publics, bars et restaurants qui fermaient déjà pour la nuit. Ils ont interrogé le personnel, mais personne n'avait vu une femme européenne seule correspondant à la description de Sabina après le dîner. Vers 23h, Abdullah Rachid s'est rendu à la villa 312 pour s'entretenir personnellement avec le docteur Ibrahim. Ahmed l'a accueilli à la porte. Il était vêtu d'un short et d'un t-shirt, l'air fatigué et anxieux. Il a invité le chef de la sécurité à entrer et lui a fourni un compte-rendu détaillé de sa version des faits. Il a déclaré qu'il s'était disputé pour une broutille dont il ne se souvenait même plus. Sabina, a-t-il dit, était impulsive et aimait parfois être seule pour se calmer. Elle avait dit qu'elle allait se promener sur la plage. Il ne l'avait pas empêchée, pensant qu'elle serait de retour dans une demi-heure. Il s'était allongé et s'était apparemment endormi. À son réveil, il constata qu'elle n'était toujours pas revenue. Il attendit, l'appela sur son téléphone, qu'elle avait laissé dans la chambre, et décida finalement de demander de l'aide. Abdullah Rachid, un professionnel chevronné ayant une grande expérience du travail avec les gens, écouta attentivement tout en examinant la chambre. Il remarqua l'ordre parfait, les vêtements éparpillés négligemment mais de manière artificielle sur le lit et les 2 verres sur la terrasse. Son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas dans ce tableau, qu'il était trop mis en scène, mais il n'avait aucune raison de ne pas croire le mari éploré. Ahmed était extrêmement poli et coopératif. Il a fourni une photo de Sabina prise avec son téléphone et a décrit en détail ce qu'elle portait. Une robe d'été et des sandales. Il ressemblait à n'importe qui d'autre dans une situation similaire. Les recherches se sont poursuivies toute la nuit. Le personnel du centre de plongée s'est joint à l'équipe, prévoyant de fouiller la zone côtière en bateau à l'aube.
Les stations balnéaires voisines et les pêcheurs locaux ont été informés. La disparition d'une personne sur une île aussi petite et soigneusement contrôlée était un événement rare. La théorie de l'accident, selon laquelle elle aurait pu aller nager dans l'obscurité et avoir été emportée par un fort courant, semblait la plus plausible. Ahmed Ibrahim est resté dans sa villa, appelant régulièrement la réception pour s'enquérir des dernières nouvelles. Il a joué son rôle à la perfection. Personne n'aurait pu deviner que le principal et unique témoin, le mari en deuil, était en fait un tueur de sang-froid, et que le corps de la femme disparue était emporté de plus en plus loin dans les profondeurs de l'océan Indien, à ce moment même. Ses calculs étaient exacts. Cependant, il n'avait pas pris en compte deux facteurs, la persévérance d'un serveur et une minuscule goutte de sang presque invisible. L'aube du 18 février 2020 n'apporta pas de soulagement, mais une anxiété croissante à l'atoll de Nounou. Les bateaux de recherche sillonnaient méthodiquement les eaux turquoises autour de l'île et les plongeurs plongeaient jusqu'au bord du récif, mais aucune trace de Sabina Hoffman ne fut trouvée. La nouvelle de la disparition de la cliente se répandit à voix basse parmi le personnel de l'hôtel, et la direction fit tout son possible pour éviter la panique parmi les autres clients. Néanmoins, la tension était palpable, perturbant l'atmosphère sereine de ce luxueux complexe hôtelier. Pour le docteur Ahmed Ibrahim, la matinée a commencé par la visite du chef de la sécurité, Abdullah Rachid, qui l'a informé que les recherches menées pendant la nuit n'avaient donné aucun résultat. Ahmed l'écouta avec une expression de chagrin appropriée sur le visage, le remercia pour ses efforts et s'enquit des prochaines étapes. Il joua son rôle jusqu'au bout, évoquant la possibilité qu'elle ait pu être emportée vers une île inhabitée voisine et proposant son aide dans les opérations de recherche. Cependant, c'est précisément ce matin-là que les premières incohérences commencèrent à apparaître dans son récit apparemment sans faille. La première faille dans son récit a été révélée par un serveur de 22 ans nommé Fatih Ali. Dans le cadre d'une enquête interne, Abdullah Rachid a ordonné que tous les employés qui avaient été en contact avec le couple de la Villa 312 soient interrogés. Au début, l'entretien avec Fatih n'a rien révélé d'inhabituel. Il a confirmé avoir livré un sandwich et un Coca-Cola dans la chambre vers 14 h le 17 février. Le docteur Ibrahim lui a pris le plateau à la porte et était taciturne, ce que Fatih a attribué à son refus d'être dérangé. Mais Fatih s'est alors souvenu d'un détail. Lorsque la porte était entr'ouverte, il pouvait clairement entendre le bruit de la douche dans la salle de bain. C'était un bruit d'eau fort et continu. Pour Abdullah Rachid, c'était le premier signal d'alarme. Dans le récit d'Ahmed, la dispute avec sa femme et son départ avaient eu lieu tard dans la soirée. Si Sabina était dans la chambre à 2 h de l'après-midi et prenait une douche, cela ne contredisait pas directement son récit, mais cela créait une certaine dissonance. Cependant, Fatih a ajouté une autre observation. Il se souvenait que la veille, le 16 février, il avait livré une bouteille de champagne dans la même chambre. À ce moment-là, Madame Hoffman avait ouvert la porte. Elle portait un peignoir léger, lui avait souri, l'avait remercié et lui avait donné un généreux pourboire. Le contraste entre son attitude ouverte et amicale et l'état tendu et renfermé du docteur Ibrahim le lendemain, qui n'avait même pas ouvert complètement la porte, était resté gravé dans la mémoire du jeune serveur. Ce n'étaient que des impressions subjectives, mais elles avaient donné à réfléchir à Abdullah Rachid. Le deuxième élément de preuve, beaucoup plus significatif, est venu grâce à la vigilance d'Aïchat Rachida, une femme de ménage de 45 ans qui travaillait à l'hôtel depuis plus de 10 ans. Le matin du 18 février, elle était chargée de faire le ménage dans la villa 312. En raison de la situation avec le client disparu, elle avait reçu des instructions claires. Ne rien toucher
mais signalait tout élément inhabituel. Aïchat a commencé par la salle de bain. Elle a essuyé les miroirs et les lavabos, puis s'est occupée du sol en marbre. C'est alors, dans le coin près du cadre de la porte, partiellement recouvert par un panier à linge en osier, qu'elle a remarqué une petite tache sombre, pas plus grande qu'un ongle. Elle était différente de la saleté habituelle. Elle l'a essuyée soigneusement avec un chiffon humide, mais la tache n'a pas disparu. Au contraire, elle s'est légèrement estompée, laissant une marque brun rougeâtre. Grâce à ses années d'expérience dans le domaine du nettoyage, elle savait à quoi ressemblaient les taches de vin, de café ou de maquillage. Mais là, c'était autre chose. Elle a immédiatement signalé sa découverte à son supérieur, qui l'a à son tour signalé à Abdullah Rachid. Le chef de la sécurité s'est immédiatement rendu à la villa. Il a examiné la tâche, l'a photographiée avec son téléphone et s'est rendu compte que la situation dépassait ses compétences et l'autorité de l'hôtel. Une douche qui coulait et qui pouvait emporter quelque chose d'important. Le secret de son mari. Et maintenant, il y avait une tache suspecte, très similaire à du sang, dans la salle de bain. La chaîne de preuves circonstancielles formait un tableau alarmant. Abdullah Rachid prit une décision qui ruina complètement le plan d'Ahmed Ibrahim. Il contacta le bureau central de la police des Maldives dans la capitale, Malé, via une ligne sécurisée. Il signala non seulement la disparition d'un touriste, mais aussi la présence de circonstances suspectes nécessitant l'intervention immédiate du service des enquêtes criminelles. Les autorités réagirent rapidement. Vers midi, un bateau de police a accosté à l'embarcadère du complexe hôtelier. 4 personnes ont débarqué, perturbant la tranquillité paradisiaque de l'île. 2 détectives en civil et 2 experts médico-légaux avec de grandes valises. Leur apparition a eu l'effet d'une bombe. Les clients qui se détendaient au bord de la piscine et sur la plage ont observé avec curiosité et inquiétude les hommes en uniforme se diriger vers l'intérieur de l'île. La villa 312 a été immédiatement bouclée et déclarée scène de crime. Ahmed Ibrahim a été poliment mais fermement invité à se rendre au bureau du directeur de l'hôtel pour clarifier davantage les circonstances. L'atmosphère avait complètement changé. Ahmed n'était plus une victime, un mari en deuil auquel tout le monde compatissait. Il était devenu l'objet d'une enquête officielle. L'interrogatoire a été mené par l'inspecteur principal Hassan Sharif, un enquêteur expérimenté d'une 50aine d'années, et son jeune partenaire. La conversation a commencé calmement. L'inspecteur Sharif a exprimé sa sympathie pour la disparition de sa femme et lui a demandé une fois de plus, pour le procès verbal, de raconter les événements de la veille de manière aussi détaillée que possible. Ahmed, conservant son calme apparent, répéta son histoire, la dispute dans la soirée, son départ, son attente, l'appel à la réception. Cependant, cette fois-ci, son récit fut interrompu par des questions de clarification. « Docteur Ibrahim, à quelle heure exactement votre dispute a-t-elle eu lieu? Vous souvenez-vous de ce que portait votre femme lorsqu'elle est partie? Vous dites que vous vous êtes assoupi. À quelle heure vous êtes-vous réveillé? » Puis l'inspecteur posa une question qui fit tressaillir Ahmed pour la première fois. Un des employés de l'hôtel a déclaré avoir entendu le bruit d'une douche dans votre chambre vers 2 heures de l'après-midi. Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet? Ahmed hésita un instant. Oui, ça devait être moi. J'ai pris une douche après avoir nagé. La réponse était logique, mais l'inspecteur Sharif remarqua son hésitation momentanée. Puis vint le coup suivant. Nos experts inspectent votre villa. Une petite tache ressemblant à du sang a été trouvée dans la salle de bain. Savez-vous d'où elle provient? Là, Ahmed commit une erreur. Au lieu de feindre la surprise, il passa à l'offensive. C'est absurde. Quelle tache? Je me suis probablement coupé en me rasant. Ou alors,
La tâche était là avant notre arrivée. Vous me soupçonnez. Je suis un médecin respecté, pas un criminel. Ma femme a disparu. Et vous me posez ces questions humiliantes. » Sa réaction était trop violente, trop défensive. Un enquêteur expérimenté y voyait non pas la colère légitime d'un homme innocent, mais la peur d'être démasqué. L'inspecteur Sharif le regarda calmement et dit « Personne ne vous accuse, docteur. Nous essayons simplement d'établir les faits. Vous resterez dans l'enceinte de l'hôtel jusqu'à ce que nous clarifions la situation. Veuillez nous remettre votre passeport. » À ce moment-là, Ahmed Ibrahim comprit que son plan parfait venait de s'effondrer. Les murs du paradis, qu'il avait choisi comme toile de fond pour dissimuler son crime, commençaient à se refermer sur lui. À partir de ce moment, les événements se succédèrent à un rythme effréné et chaque nouvel élément de preuve resserrait l'étau autour du docteur Ibrahim. Alors qu'il était assigné à résidence dans une autre chambre d'hôtel sous la surveillance de la police, une équipe de médecins légistes a mené un travail minutieux à la villa 312. Un test rapide a confirmé que la tache sur le sol en marbre était du sang humain. L'échantillon a été immédiatement envoyé à un laboratoire de Malais pour une analyse ADN. Mais ce n'était que le début. À l'aide d'un spray luminescent, l'équipe médico-légale a traité les surfaces de la salle de bain et de la terrasse. Dans l'obscurité, une lueur bleue inquiétante est apparue. Les traces fluorescentes ont révélé ce qu'Ahmed avait tant essayé de cacher. De nombreuses taches sur le sol de la salle de bain, indiquant qu'une grande quantité de sang avait été lavée, et une traînée intermittente distincte menant de la salle de bain au salon, puis à la terrasse, jusqu'aux escaliers menant à l'océan. Il est alors apparu clairement qu'un corps ensanglanté avait été transporté hors de la villa. Dans le même temps, les enquêteurs ont obtenu une ordonnance du tribunal pour examiner tous les appareils électroniques appartenant au couple. Les techniciens ont saisi les ordinateurs portables, les téléphones et les tablettes. Bien qu'Ahmed ait supprimé les fichiers de l'ordinateur portable de Sabina, il n'avait pas tenu compte de l'existence du stockage en nuage. La police maldivienne a envoyé une demande urgente via Interpol à ses homologues allemands à Berlin, demandant l'accès au compte de Sabina Hoffmann. La réponse de l'Allemagne est arrivée dans les 24 heures et s'est avérée décisive dans l'affaire. La police allemande a non seulement eu accès aux sauvegardes des emails supprimés, mais a également rapidement localisé et interrogé Lukas Fischer et la meilleure amie de Sabina, Anke Weber. Les témoignages de ces deux témoins ont complètement changé la donne. Lukas Fischer, en état de choc, a fourni toute la correspondance, confirmant l'existence de la double vie de Sabina. Mais il a également déclaré qu'elle décrivait Ahmed comme une personne autoritaire, sujette à des accès de colère. L'amie de Sabina, Anke Weber, a fait un témoignage encore plus effrayant. Elle a raconté plusieurs incidents, notamment une chute dans les escaliers à Alexandrie, et a admis avoir tenté de dissuader Sabina de se marier. Elle a expliqué que le projet de Sabina d'utiliser l'argent d'Ahmed n'était pas un acte de cupidité, mais une tentative désespérée de se créer une opportunité financière pour échapper à sa situation. Elle craignait sa réaction à la rupture et voulait disparaître sans laisser de traces. Désormais, l'inspecteur Hassan Sharif avait non seulement un cadavre, mais aussi un mobile, qui présentait la victime sous un jour complètement différent et le suspect comme un agresseur violent plutôt que comme un mari simplement trompé. 48 heures après l'arrivée de la police, le dernier interrogatoire d'Ahmed Ibrahim a eu lieu. Il ne s'est pas déroulé à l'hôtel, mais au service des enquêtes de Malais, où il a été conduit à bord du même bateau de police. Ahmed essayait toujours de s'en tenir à sa version des faits, mais sa confiance s'amenuisait. L'inspecteur Sharif a présenté méthodiquement et sans émotion toutes les preuves qu'il avait rassemblées. Il lui a montré des photos de la lueur bleue du luminol sur le sol de sa villa.
Il a lu des extraits de la correspondance reconstituée entre Sabina et Lucas. Il a rapporté le témoignage d'Anke Weber sur l'incident d'Alexandrie. Puis il a posé sur la table les résultats préliminaires du test ADN. Le sang trouvé dans la salle de bain appartenait à Sabine Hoffmann, et les particules de peau trouvées sous ses ongles lors de l'autopsie, le corps avait été repêché par des pêcheurs à 30 km de la station balnéaire tôt ce matin-là, lui appartenaient. Votre version des faits ne correspond pas à la réalité, docteur Ibrahim, a déclaré l'inspecteur Sharif. Les faits indiquent qu'un crime violent a été commis dans votre villa. Les faits indiquent que votre femme a été assassinée et que son corps a été jeté dans l'océan. Nous savons ce que vous avez fait. La seule question est de savoir si vous allez nous dire exactement comment cela s'est passé. Face à des preuves scientifiques irréfutables, Ahmed Ibrahim a fondu en larmes. Ses aveux n'étaient pas émotionnels. Il parlait d'un ton aussi froid et détaché que s'il décrivait les antécédents médicaux d'un patient. Il a raconté comment il avait trouvé les lettres, comment il avait attendu son retour et comment il l'avait interrogé à ce sujet. Il a admis avoir perdu son sang-froid lorsqu'elle a mentionné ses actes de violence passés, car cela détruisait l'image qu'il avait de lui-même. Il a décrit en détail comment il l'avait noyé dans le jacuzzi, comment il avait attendu la tombée de la nuit et comment il s'était débarrassé du corps. Il n'y avait pas un mot de remords dans tout son récit. Il parlait de Sabine comme d'un problème qu'il avait été contraint d'éliminer, comme d'une tumeur cancéreuse menaçant sa réputation et la vie qu'il s'était soigneusement construite. Le procès du docteur Ahmed Ibrahim s'est déroulé dans la capitale des Maldives et a attiré l'attention des médias du monde entier. L'histoire d'un cardiologue respectable qui a tué sa femme pendant leur lune de miel au paradis est devenue le sujet principal des reportages. L'accusation a présenté des preuves exhaustives, notamment des témoignages, des preuves médico-légales, des correspondances numériques et, finalement, les aveux complets de l'accusé lui-même. La défense a tenté de construire un dossier basé sur l'état d'esprit causé par la trahison de sa femme. Cependant, les preuves de violence systématique de sa part, présentées par la partie allemande, ont détruit cet argument. Ahmed Ibrahim a été reconnu coupable de meurtre avec préméditation et condamné à la prison à vie dans une prison des Maldives. La tragédie de la Villa 312 a rappelé de manière sinistre que, derrière la façade impeccable de la prospérité et de la respectabilité, il peut y avoir un abîme de violence domestique. Des paysages idylliques peuvent devenir les témoins silencieux des crimes les plus horribles. L'histoire de Sabina Hoffmann et Ahmed Ibrahim n'est pas une histoire de jalousie et de trahison, mais un récit documenté de la façon dont des années de tyrannie et de contrôle ont abouti à une fin prévisible et brutale.